Nous allons poursuivre le colloque avec une deuxième session qui prolonge les réflexions sur l'économie, ses indicateurs, ses règles, son organisation. Thierry Berthier va nous faire une présentation sur l'intelligence artificielle qui ubérise, selon lui, la cybersécurité. Puis Olivier Danino va nous donner une perspective un petit peu différente. L'approche de la question de la cybersécurité et de l'économie de la cybersécurité en Israël, qui est, comme chacun le sait, un pays très dynamique en matière de cybersécurité, d'industrialisation et d'économie, donc sur ces questions-là. Juste avant de leur laisser la parole, je voulais faire un aparté sur la première partie de cette matinée-là, juste vous donner peut-être une petite lecture pour illustrer les propos. Un rapport très récent de la Rand Corporation qui est paru, je crois, il y a quelques jours de ça, traite très précisément de ces questions du chiffre, du coût des cyberincidents, etc. Donc, je n'ai pas le titre exact de cette publication, mais si vous allez sur le site de la Rand, vous trouverez facilement le rapport, le document. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes. Ils nous disent que en fait, les coûts estimés de la menace des cyberattaques sont largement surestimés dans un rapport de 10 quasiment, et qu'en fait, le coût est bien plus faible, et voire très faible même le plus souvent pour les entreprises. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce coût n'incite pas les entreprises à investir en cybersécurité. Et c'est je ne sais pas si c'est un pavé dans la mare, quoi qu'il en soit, c'est une réflexion qui a son importance et qui permet aussi, alors je n'ai pas lu en détail non plus le rapport encore, je ne sais pas s'il traite uniquement des coûts directs ou s'il englobe aussi les coûts indirects, mais s'ils englobent tous les coûts indirects, il est intéressant de voir aussi la perspective de cette étude et revenir sur la théorie des incitations dont parlait Fabio Bisogni tout à l'heure. Voilà, donc je vais laisser la parole à Thierry Berthier, 30 minutes, et ensuite à Olivier Danino. Et ensuite, on prendra les questions-réponses à la fin. Bonjour, merci Daniel pour cette invitation. Donc, je vais vous parler surtout d'intelligence artificielle, dans le sens où elle vient ubériser la cybersécurité. Donc là, c'est le titre politiquement correct, mais j'aurais pu aussi parler de la fin d'un métier, qui est celui de l'expert humain en cybersécurité. Et là, j'aurais été un petit peu plus provocateur. Alors, j'ai une présentation qui est un peu longue, parce qu'elle a été utilisée, enfin, elle est adaptée d'un cours qui a été donné à d'autres endroits. Mais j'ai voulu laisser, je l'ai adapté là, et j'ai voulu laisser quand même les deux premières parties qui permettent de se faire une idée de ce dont on parle quand on parle d'intelligence artificielle. En ce moment, c'est un sujet qui est très à la mode, qui dépasse le mot de la mode, puisque vous avez des geeks très connus comme Barack Obama qui viennent de donner une interview d'1h30 à la télévision américaine, uniquement sur les effets de l'intelligence artificielle pour l'Amérique. Donc il était interviewé par le directeur du MIT et par 2 journalistes. Je peux vous dire que c'était très très intéressant. Et je ne voudrais pas être malveillant, mais par rapport au débat politique français actuel, je ne sais pas si on voit souvent un président de la République donner une interview d'1h30 sur les stratégies à venir pour son pays et sur l'apport de l'intelligence artificielle pour l'économie et la prospérité du pays. Ça, c'était une parenthèse. Donc, premier élément, intelligence artificielle, de quoi parle-t-on? Ensuite, la course à l'IA est lancée, je vais passer très vite aussi dessus. À chaque fois, l'aspect économique sera présent, et les 2 points importants, c'est le 3 et le 4. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle? D'abord, il faut tenter de définir ce qu'est l'intelligence artificielle. L'IA est née en 1956. Tout le monde s'accorde à peu près pour cette date de naissance. C'est-à-dire, elle a 60 ans. C'est une dame de 60 ans aujourd'hui. En termes technologiques et scientifiques, on est au début, on est à la préhistoire de cette science. Mais en même temps, c'est une science qui se développe de manière exponentielle aujourd'hui. La première définition est celle de Marvin Minsky, à l'époque de la Dartmouth Conference, donc en 1956. C'est une conférence fondatrice, hein, c'est celle qui donne naissance à l'IA, et qui dit que l'IA, c'est la science qui consiste à faire à des machines ce que l'homme fait moyennement une certaine intelligence. Cette définition est très insuffisante aujourd'hui. Elle a plein de failles.
Alors, il y a d'autres définitions. Hein. Il y a des définitions très basiques. L'IA, c'est le contraire de la bêtise naturelle. Celle-là, elle ne fait pas aller très loin le schmilblick. Une plus opérationnelle. L'IA, c'est le domaine de l'informatique qui étudie comment faire un ordinateur des tâches pour lesquelles l'homme est aujourd'hui encore le meilleur. Celle-là est bien plus intéressante dans le sens où elle est ouverte sur le futur et sur les fonctionnalités. C'est celle qui est la plus adaptée et qui a traversé les 60 années, finalement. Donc celle-là, elle est de Rich et Knight. Alors, les grandes dichotomies de l'IA, l'histoire de l'IA a été traversée par des dichotomies. IA forte contre IA faible, niveau de compétence contre niveau de performance. Je vais expliquer en un mot ce que c'est rapidement. L'IA forte, pour l'instant, on n'y est pas. Bien qu'il y ait des gens qui veulent vous faire penser qu'on y est à la télé, à la radio, dans les conférences TED, etc. On vous parle finalement d'IA forte. Des gens comme Elon Musk ou Stephen Hawking vous disent que ça y est, l'IA, attention, elle est capable de nous pulvériser, qu'elle va être malveillante, etc., etc. Donc là, on est dans une hypothèse d'IA forte. C'est une IA, un système qui a conscience de lui-même. On n'y est pas encore. On s'en approche, mais on n'y est pas encore, techniquement. L'IA faible, on y est depuis un moment. Donc il s'agit de machines simulant des comportements sans conscience d'elles-mêmes. Et donc elle pense, les tenants de l'IA faible, qui disent qu'on restera coûte que coûte à une IA faible, ces gens-là pensent qu'il y a une impossibilité liée au support biologique de la conscience et qu'on n'arrivera jamais à obtenir une conscience à partir de silicium ou d'un autre support de calcul. Cette hypothèse-là, elle est en train de régresser. Il y a de plus en plus, au début, il y avait des gens comme Kurzweil de l'Université de la Singularité qui prônaient qu'on allait passer à une IA forte très vite. Et les autres disaient que c'était des fous. Maintenant, c'est en train d'évoluer très rapidement. Surtout en Russie, aux États-Unis, en Corée, au Japon. En Europe, c'est encore les derniers bastions où on pense encore que l'IA forte, c'est pas pour demain. La question centrale derrière tout ça, c'est est-ce qu'une conscience peut émerger ? Donc en 1950, test de Turing. Je vais passer très vite sur cette partie qui est intéressante, mais compétence versus performance. La grande question de l'IA, c'est voilà, l'oiseau et l'avion volent tous les deux, mais pas de la même façon. Est-ce que l'avion imite l'oiseau ? C'est la question. Vision analytique versus vision émergente de la résolution de problèmes. On y est en plein en ce moment. Donc voilà une timeline de l'IA depuis... Alors, l'étude américaine l'a fait partir depuis Ada à 1842, mais il faut oublier le premier item. Là. La vraie naissance, c'est 1950 avec les travaux de Turing. L'histoire de l'IA est liée aussi à l'IA dans les jeux. Et ça, c'est vrai depuis 1956. Je ne sais pas s'il y a des gamers dans la salle, mais l'IA a été liée et continue à l'être aujourd'hui. Il suffit de voir AlphaGo, il suffit de voir les travaux de DeepMind, Google en ce moment. Ils travaillent sur des jeux Atari et ils font travailler leur IA dessus. Et le challenge, c'est de dire, voilà, un beau jeu, tiens, mon IA, elle va se greffer sur le jeu et elle va battre tout le monde. Donc, tout au long de la timeline de l'IA, on a vu que le jeu était important, très important. Pourquoi ? Parce que du jeu, on peut passer très vite à des applis sérieuses, entre guillemets, et même militaires. Alors, l'histoire de l'IA récente, les grands acteurs, donc... l'époque... alors, il y a des époques, hein, depuis les années 60, 70, 80, c'est l'époque des systèmes experts. J'ai donné quelques exemples. Les langages de programmation de l'IA, le Lisp, le Prolog, l'aventure Prolog. En même temps, dans les années 60-70, qui était le temps très fort de l'IA, on a eu d'énormes espoirs. On pensait que l'IA forte était au bout de la main, que 5 ans après, on aurait des systèmes totalement intelligents, meilleurs que les humains. On est en 2016 aujourd'hui et on n'en est pas encore là. Donc, les réseaux sémantiques qui arrivent dès les années 70 sont des choses qui existent depuis longtemps. Ensuite, on a eu la période des espoirs déçus, c'est les années 80. Donc, on a mis trop d'espoir dans les années 70 et 60. Et puis, on a un petit recul sur le développement dans les années 70, dans les années 80. Et on a une renaissance aussitôt qui s'opère à partir de l'approche connexionniste de l'IA. Alors, les défis actuels de l'IA, c'est une attente d'une IA généraliste. C'est la grande question aujourd'hui. C'est ce que Google et les GAFA sont assurés d'obtenir à très court terme, hein, puisqu'ils ont déjà un planning
pour 2045, c'est l'année où il y aura une IA forte, la singularité, et elle est inscrite dans les tablettes de Google, mais aussi d'Amazon, et puis un peu de Baidu maintenant, et d'autres. Alors voilà des éléments à force de l'intelligence artificielle, des schémas, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais voilà un agent, ça marche par agent, hein, l'IA, à l'heure actuelle. Alors voilà, le concept d'agent, c'est fondamental, avec des senseurs, des actionneurs, et puis une perception et une action sur l'environnement. Description de l'intelligence artificielle. Alors, définition de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup en ce moment, et de l'apprentissage artificiel, qui est une des composantes, c'est la capacité d'un système à améliorer ses performances via des interactions avec son environnement. On a des agents prédicteurs qui reçoivent un historique, des données externes, et puis qui calculent une prédiction. Alors, quand il s'agit des élections américaines, ce n'est pas forcément très fort, sauf que ce sont les sondages qui se sont trompés il y a 3-4 jours, et qu'il y a des IA qui travaillaient sur du machine learning qui avaient prévu la victoire de Trump. Ça, c'est une petite parenthèse aussi. En ce moment, on dit le big data, etc. Depuis, c'est trompé. Non, non, il y a des IA mais elles n'ont pas été prises en compte. Système d'apprentissage, on parle beaucoup de deep learning, d'apprentissage, donc un modèle paramétrique, une façon d'interagir avec l'environnement. Le schéma dont tout le monde parle, le réseau de neurones, ben en voilà un. Le neurone artificiel, en voilà un. Ça marche comme ça, c'est quelque chose de très mathématisé qui date des années 60, hein, ce n'est pas une nouveauté, sauf qu'aujourd'hui, le neurone artificiel, il obtient ses lettres de noblesse et il devient efficient et pertinent. Alors, les phases d'apprentissage, on n'a pas le temps de s'attacher à cela, mais ça explique comment fonctionne un réseau de neurones, les 5 étapes. C'est très mécanique, c'est très simple finalement, quand on l'explique en cours. L'utilisation des réseaux de neurones, traitement du signal, maîtrise des processus robotiques, classification, pré-traitement de données, reconnaissance de forme, analyse d'images, diagnostic, suivi médical, marché boursier, prévision, demande des crédits. Chacun de ces domaines est en train de subir une ubérisation de ces pratiques à cause de l'IA. Marché boursier, prévision, c'est terrible. Deep learning, réseau de neurones, les premiers succès du deep learning, donc l'apprentissage profond, non supervisé, ou avec très peu de supervision, ça date de 2006. Les premiers articles, les premiers réseaux qui commencent à être efficaces et à vraiment donner des résultats qui bluffent les gens qui les ont mis en place, ça date de 2006. Réseau multicouche. Aujourd'hui, tout le monde les utilise, Google, Facebook, IBM, et tous les GAFA et tous les autres, et même ça arrive maintenant dans des plus petites structures. La course à l'IA est lancée, donc là c'est plus sur la partie stratégique des choses. Voilà, les grands acteurs, IBM, Facebook, Google, Microsoft, Apple, avec chacun leur construction. On a évidemment Watson pour IBM, on a le FAIR pour Facebook, pour Google, on a tous les rachats d'entreprises. Au niveau des revenus, au niveau économique, voilà les courbes qui sont faites à minima, hein, parce que les gens sont très prudents dans ce domaine-là, notamment. Voilà les courbes associées à l'économie de l'intelligence artificielle. Il y a d'autres courbes qui sont dont la courbe est beaucoup plus croissante et plus rapidement. Alors, les domaines actuels où l'IA est la plus prometteuse, donc tout ce qui est business de la santé, tout ce qui est autonomie dans les transports, etc., ça touche vraiment tous les domaines. L'éducation, la santé, le langage, l'ensemble des domaines est impacté, les ressources humaines, l'ensemble des domaines est impacté. La concurrence, qui est un aspect de l'économie qui va arriver sur la cybersécurité, la concurrence entre les boîtes pour racheter les startups qui font de l'IA. Rien que les achats. Alors le premier acheteur, c'est Google, hein, à l'heure actuelle. C'est lui qui met le plus d'argent et qui est le plus agressif dans le rachat des entreprises. En seconde position, vous avez vous avez Intel, vous avez Apple. Voilà toutes les startups qui ont été achetées ces dernières années, et pas des petites startups, des groupes, c'est des achats à plusieurs millions à chaque fois. Comme ce qui a été dit dans la première session, ce sont souvent des startups qui n'ont pas encore dégagé d'argent, quasiment. Donc ça se fait vraiment sur des pépites algorithmiques où les gens les évaluent et disent ça, c'est bon pour ce que je suis en train de faire, je prends la techno, il n'y a pas de limite dans le rachat.
Hein, DeepMind, Google DeepMind, DeepMind a été racheté à Londres par Google. Ils n'avaient rien créé, enfin rien créé. En termes de valeur, ils n'avaient rien créé encore, quasiment. Et Google a mis presque 1 milliard sur la table, 900 millions pour acheter DeepMind. Donc voilà encore les achats, les acquisitions. Voilà la courbe de progression pour Google. Alors les leaders en ce moment de la recherche, donc il y a l'aspect achat des entreprises et il y a l'aspect recherche, publication en IA. Les leaders actuels, c'est la Chine et les États-Unis. Et il ne faut pas être étonné que la Chine soit en train de passer devant les États-Unis en termes de publication d'IA. Donc souvent, moi, au niveau universitaire, j'entends dire que les Chinois sont très forts pour recopier, pour s'adapter, etc. Là, ce n'est plus le cas. Ils sont en avance. Ils viennent de passer un pas depuis 1 an et demi, 2 ans, devant la recherche américaine. Alors, les interventions de Barack Obama, voilà, dans le domaine du deep learning, l'évolution des publications dans les grandes revues scientifiques mondiales, USA, chinoises, européennes. Donc on voit que la Chine est en train de prendre le dessus. Pareil pour les publications citées, la Chine est encore en train de prendre le dessus. Ça inquiète beaucoup l'administration américaine et des agences comme la DARPA et les autres. Bon, voilà la fameuse conférence qui a été donnée au mois de septembre par Barack Obama avec le directeur du MIT et un journaliste de télé américaine. Barack Obama, lui, il sait que c'est l'élément stratégique principal des États-Unis pour les 10 prochaines années. Il l'a dit très clairement dans son allocution. Troisième partie, donc les apports de l'IA en cybersécurité, cyberdéfense. Pourquoi est-ce qu'on va assister à une vraie transformation d'abord culturelle de l'approche cybersécurité et ensuite un vrai séisme dans les pratiques? Donc d'abord quelques chiffres qui ont été dits un petit peu dans les premières présentations sur les chiffres de la cybersécurité. Les attaques, l'augmentation des attaques, en 51%, plus 51% en 2015. L'augmentation du budget moyen cyber pour les entreprises. Évidemment, on partait de très bas, donc les études les chiffres peuvent paraître importants, mais quand on part de zéro, on est tout de suite à un pourcentage élevé. La répartition des attaques par secteur, donc là, c'est sur les objets connectés, les mobiles, l'informatique embarquée. Un des points qui commence à être très lié à l'IA, c'est la détection des menaces persistantes, les APT. C'est là que l'IA fait des merveilles, entre guillemets, en termes fonctionnels. Une APT, c'est une attaque par définition nouvelle, furtive, qui va être latente, qui va pouvoir être installée à un moment donné. Il ne va pas y avoir beaucoup de signaux faibles qui vont être créés. Ça va attendre 1 mois, 2 mois, puis après, ça va... Bref, c'est une attaque sournoise, sophistiquée, qui va créer beaucoup de dégâts derrière. En général, ce sont ces APT qui passent sous les radars des firewalls, des systèmes antivirus, enfin des systèmes de sécurité. L'IA embarquée dans les systèmes de détection, dans la supervision, permet de détecter un certain nombre d'APT. Et fonctionnellement, on peut montrer que mathématiquement, ce n'est que grâce à l'IA qu'on va pouvoir détecter ces nouvelles menaces. C'est ça la grande subtilité, finalement, de l'apport de l'IA à la cybersécurité. Alors, les chiffres clés pour la cyber en France, 80% des entreprises françaises ont été visées par une attaque en 2015. Sondage OpinionWay. 5 à 10% du budget d'une entreprise devrait être consacré à la cybersécurité. Ça, c'est Guillaume Poupard qui l'a dit il n'y a pas longtemps aux Échos. On n'en est pas encore là. Le coût moyen pour la France, 800 000 €, c'est le coût moyen pour se remettre. Alors, c'est très variable. TV5 Monde, ça lui a coûté 4,6 millions. Pour d'autres, ça coûte beaucoup plus. Et pour d'autres, c'est moins cher. Hein. Et puis, ça ne coûte rien pour celle qui ne s'est pas encore aperçue qu'elle s'était fait attaquer. Il faut en moyenne 9 semaines pour réparer les dégâts causés par une cyberattaque. Et 35% des incidents de sécurité ont été générés involontairement par des collaborateurs. Là, c'est le fameux facteur humain qui fait beaucoup de mal, mais qui est là. Et on va voir que l'IA est là aussi pour encadrer, pour périmétrer le facteur humain. Alors, les méthodes traditionnelles de supervision, le SIEM traditionnel, on utilise signature, on utilise l'analyse humaine. Eh bien, les sciences des données et l'UBA, User Behavior Analytics,
va permettre d'introduire du big data, c'est-à-dire d'utiliser toutes les données possibles qui arrivent dans le système d'information d'entreprise, les mettre dans un énorme entonnoir, c'est-à-dire vous avez des centaines de millions de données brutes qui, prises individuellement, n'ont quasiment aucun intérêt, ce sont des epsilon, mais qui, malaxées, moulinées dans un mixeur, vont permettre de tirer des signaux faibles et des alertes. Donc voilà le modèle. Hein. Vous avez typiquement des événements bruts, des milliards d'événements bruts qui sont introduits dans l'entonnoir. Après, on va détecter des millions d'anomalies qui ne seront pas forcément pertinentes. Il n'y aura jamais 10 millions d'anomalies, mais ce seront les alertes lancées au premier niveau dans le système. Et après, on va encore sélectionner et descendre à 10 véritables alertes qui ont été sélectionnées depuis le début. Alors ça, c'est un schéma de cyberattaque où l'IA pourrait intervenir, où l'IA actuelle, avec les moyens actuels d'apprentissage et de deep learning, on est capable d'intervenir. Donc voilà un peu, c'est l'image de l'iceberg. Hein. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, ce que les grands groupes font beaucoup aujourd'hui, des gens comme Thales, comme Airbus, comme d'autres savent parfaitement faire. Tout le dessus, ils ne se sont pas arrêtés au-dessus de l'iceberg, heureusement. Ils sont aussi dans le dessous de l'iceberg. Donc là, c'est toute la prospection, la R&D se fait en ce moment là-dessous, et notamment sur les systèmes de supervision avec de deep learning, ça a été dit par M. Le Thor tout à l'heure. Alors, une solution d'UBA, donc User Behavior Analytics, elle va fonctionner sans prérequis de modèle à partir de l'historique de vie d'un système. C'est-à-dire vous allez l'installer sur votre système d'information. Pendant un mois, elle ne va rien faire. Elle va observer la vie de votre système d'information dans votre entreprise. Qui se connecte, à quel moment, qui télécharge, qui fait ceci, qui fait cela, qui va sur un site sur lequel il ne devrait pas aller, ou fait sa réservation ici sur ce site, ou a tendance à jouer un peu trop avec les clés USB, etc. Les petites habitudes du quotidien du bureau, le système va étudier tout ça et garder ça pendant un mois pour lui et entraîner son réseau de neurones ou ses réseaux de neurones internes à l'apprentissage du réseau et va rien faire. Et au bout d'un mois, va commencer à regarder les événements de sécurité qui sont les plus embêtants dans cette attitude-là et va commencer à lancer des alertes. Donc l'UBA est en mesure de produire des alertes sur des événements susceptibles de créer un contexte de vulnérabilité. On est très en amont de l'attaque d'une cyberattaque. On est très, très en amont. On est dans la partie de l'ingénierie sociale. L'attaquant fait la même chose, d'accord, dans sa première phase d'ingénierie sociale. Le système fera la même chose, finalement, que l'attaquant. Il pourra même attaquer lui-même. Le fonctionnement de l'UBA repose sur de l'apprentissage statistique. Il exploite les données massives qui demeuraient à présent sous-employées ou pas employées du tout, les bases de logs, les systèmes connectés, etc., qui ne sont pas forcément exploités à 100%. Ce que l'UBA en 2016 aurait pu éviter, aujourd'hui, les techniques, les sondes actuelles qui embarquent de l'UBA, eh bien, par exemple, les agissements de Snowden. Un système UBA greffé sur les systèmes d'information auxquels avait accès Snowden l'aurait détecté tout de suite. Ça a été prouvé. Hein. C'est pas... c'est pas un argument commercial, hein, je veux dire. Il y a eu des études d'équipes derrière, du MIT et d'autres qui l'ont prouvé. L'UBA aurait pu détecter aussi la propagation de certains virus et d'APT actuels, des 0D, et puis des virus inédits qui ont été utilisés, alors, notamment Target et Sony, avant les extractions de données des entreprises concernées. Alors, des exemples de solutions UBA... j'en ai donné à l'international, j'ai donné une solution française, un grand groupe français, c'est normal, et deux grands groupes d'ailleurs. Alors Splunk, c'est une solution UBA qui travaille très en amont aussi, qui a une base de collecte d'événements bruts qui est très très large, c'est-à-dire qu'ils collectent vraiment tout ce qui passe sur le système d'information, et ils analysent tous, ils ont un niveau d'IA derrière très important dans leur solution. Voilà un peu le schéma pour aller vite. Ils utilisent tout ce qui passe sur les machines. À la fois les utilisateurs humains, les matériels. Ils ont une cartographie complète qui est très interactive et qui fonctionne comme une boucle en permanence réactualisée. Et donc, ils ont des taux de détection
d'APT, et ils s'amusent à tester avec leurs propres APT. Évidemment, c'est un challenge. Quand vous mettez en place un système comme ça, vous voulez essayer de le mettre en défaut. C'est la première chose naturelle à faire. Alors, solution iTrace Revelium, c'est une autre plateforme qui est basée un peu sur la même chose. Darktrace, c'est une start-up britannique fondée en 2013 par des mathématiciens de Cambridge et des gens des services de renseignement anglais qui sont associés de façon très naturelle et qui, à 15 personnes, ont construit Darktrace. Donc Darktrace, ça vous trace c'est une solution d'UBA qui est très, très efficiente aussi en termes d'efficacité. C'est extrêmement efficace. Centrio, donc là, c'est une boîte, une start-up lyonnaise qui a développé aussi sa propre solution, plus orientée vers les réseaux industriels et SCADA. Donc c'est de l'UBA orienté sur les centrales thermiques, les choses comme ça, mais c'est le même principe. Thales, donc sonde de détection, il y a des gens, je ne sais pas si le monsieur Thales est là, il pourra confirmer les choses, il sera mieux placé que moi pour en parler. Donc a développé des sondes, et je suppose travaille, je suppose ardemment sur cette approche. Cisco Talos, donc une autre plateforme. Alors là, la partie, dans les 4 minutes qui restent, ubérisation d'IA prospective, c'est la partie la plus importante en fait. 3 items. Premier item, c'est ce qu'est en train de faire la DARPA depuis une dizaine d'années, l'agence de développement des systèmes de défense américains. La DARPA, qui est très en amont dans la réflexion, a lancé tout un paquet de programmes, mais une multitude de programmes mondiaux, c'est-à-dire qu'elle récupère les meilleurs experts en la matière, dans l'IA appliquée à la cybersécurité. Notamment le CGC qu'elle a lancé il y a 3 ans, c'est le Cyber Grand Challenge. C'est un concours ouvert à des équipes, mais ce ne sont pas les équipes qui concourent, ce sont les robots qu'elles ont créés pour faire de la cybersécurité et attaquer les robots adverses de cybersécurité et évaluer leur propre réseau. Donc le Cyber Challenge a été lancé il y a 3 ans et il a atterri en août dernier à Las Vegas dans une méga fête d'une semaine. Et avec les 7 derniers finalistes, le finaliste a gagné 4 millions, enfin les 7 finalistes, c'était à coups de millions de dollars, hein, les choses. Donc là, j'explique, c'est un extrait d'article. Je vais passer vite parce qu'on n'a pas le temps. Donc voilà la modélisation. Vous avez 7 machines, et derrière ces 7 machines, il y a 7 équipes, faites de chercheurs, de geeks, de hackers, constituées depuis 3 ans de toute la planète. C'est la grande force de la DARPA. Ils vont prendre des Chinois, des Russes, des Américains, ils vont les mettre dans une équipe et ils vont dire, toi, si tu fais quelque chose de bien, tu as 4 millions de dollars à la sortie. Et c'est ta machine et ton IA qui va venir attaquer les autres de manière totalement automatique pendant des challenges et qui va venir capturer le drapeau aux autres IA dans des attaques de cybersécurité. Donc voilà des flux d'informations. Chaque point est un flux d'informations et d'exécution de données déclenchées par les IA qui sont derrière les machines. Voilà, les machines sont des supercalculateurs qui ont été développés depuis 3 ans par chacune des équipes. Et celle qui a gagné, c'est MEM, c'est la dernière. Ah, attendez, hop. La gagnante est la dernière. Donc voilà un peu le fonctionnement. C'est pas des machines super puissantes non plus. C'est pas l'ordinateur non plus initial, quoi. Voilà les 7 machines qui étaient en compétition. Leur performance à la fin de la dernière session, de la dernier tournoi du CGC, c'est un tournoi. Et voilà le MEM de For All Secure, c'est eux qui ont remporté le challenge CGC. Évidemment, ils sont intégrés, ils ont été rachetés en même temps par des boîtes associées à la DARPA derrière. Et ce qu'ils ont développé là est en cours d'application. C'est un système qui va crawler les codes. C'est un bug hunter, c'est-à-dire que ça va crawler de façon automatique des millions de lignes de code et ça va vous sortir les vulnérabilités de ces codes. Alors attention, pas toutes. 80%, 90% des vulnérabilités, 95%. On ne sera jamais à 100%. C'est un théorème mathématique démontré par Turing et qui est lié au problème de l'arrêt. On ne peut pas aujourd'hui créer une machine qui, en entrée, quand on lui donne un programme, est capable de dire en sortie si le programme est sécure ou pas. Ça, on le démontre. C'est un résultat strictement mathématique et logique
liées au problème de l'arrêt de Turing. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer une machine qui va détecter à 90%, 95% les vulnérabilités d'une machine. Donc voilà l'équipe quand même d'humains qui se cache derrière MEM, qui ont travaillé pendant 3 ans sur le programme et qui, la dernière séance, se sont contentés de faire tourner leur bébé. Dernièrement, quand je dis dernièrement, c'est octobre 2016, tout le monde sûrement, beaucoup de gens ont vu que 2 IA viennent d'installer un protocole cryptographique. 2 réseaux de neurones développés par Google, les équipes de Google Brain viennent de démontrer qu'il était possible, dans un article de 2016, vous avez le lien ici, qu'il était possible, avec 2 réseaux de neurones et fonctionnant avec du deep learning derrière, d'installer sans aucune intervention humaine un protocole cryptographique. Alors ça ne se fait pas en appuyant sur la machine, hein. Il faut un peu de temps d'échange entre elles et l'installation. Alors voilà le schéma classique cryptographique, sauf que Alice, Bob et Eve sont des machines, sont des réseaux de neurones. Ce ne sont plus des humains. Moi, je donne des cours de crypto à la fac de Limoges depuis des dizaines d'années, enfin, je n'oserais pas le dire, depuis 20 ans. J'ai toujours mon schéma cryptographique. Alice, Bob et Eve, ce sont des vilains, enfin des gentils et des vilains, mais humains. Maintenant, je change. Hein, Alice, Bob et Eve, à partir de maintenant, ce sera aussi des IA. Alors là, j'explique un peu les choses. J'ai repris l'article. Vous voyez, ça, c'est le temps de latence pour installer le protocole cryptographique. C'est un événement qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais qui est d'importance, vraiment, en termes de cybersécurité. Enfin, un troisième item qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est qu'il va falloir prouver, on va s'orienter vers la preuve, et ça, c'est les collègues de l'INRIA qui font ça très bien, prouver les futurs programmes et les futurs compilateurs. Avec un assistant de preuve, il y en a beaucoup, mais en France, on en a un qui est vraiment génial, qui s'appelle Coq. Donc j'ai pris la page Wikipédia, il suffit d'y aller. Ça, c'est l'avenir aussi de l'IA et d'une amélioration de la cybersécurité. 3 approches différentes de l'IA qui vont venir ubériser la cybersécurité. En conclusion, la montée en puissance fait appel quand même à des expertises nouvelles, des mathématiciens, des statisticiens, des scientifiques de données. La pénurie en data scientist en ce moment, elle est importante. Tout à l'heure, Thales nous a dit qu'ils allaient embaucher 200 personnes experts en cybersécurité. Il faudra aussi que ces experts en cybersécurité aient une composante IA derrière, et data scientist, ce sera obligatoire. Sinon, ça ne marchera pas, ça ne pourra pas le faire. Voilà. Donc voilà un petit, pour terminer la dernière slide, le data scientist, il faut qu'il soit aussi bon en informatique qu'en programmation, qu'en stats, etc. Ça, c'est une boutade, mais c'est pas facile de trouver ces compétences-là. En France, c'est difficile. Et il faut savoir que en ce moment, la chaire data scientist de l'école polytechnique, avec laquelle je participe pas mal depuis 2 ans aussi, forme des data scientists à l'X, mais il y a une montée en puissance qui est difficile pour des questions financières, et il y a une demande qui est énorme et qui est croissante. Et le nombre de data scientists qui est en ce moment créé en France est insuffisant par rapport à ce qui est demandé ailleurs. Enfin, dernière chose, ces profils-là, fatalement, ce sont des profils de haut niveau en termes scientifiques pour des jeunes, hein, des élèves polytechniciens, je sais qu'il y en a dans la salle quelques-uns, des normaliens, il y en a peut-être aussi, qui aujourd'hui, la nation française engage des normaliens à 1 780 € net comme futur maître de conférence après 2 post-docs et un doctorat. 1 780 € net. Donc les normaliens, ils ne restent pas en France, où ils partent, où ils pleurent quand ils voient ça, quand ils apprennent ça. Et alors qu'on demande des compétences comme ça ailleurs. Donc, je veux dire, il y a une dichotomie importante qui est la même finalement que celle des débats qu'on entend du côté d'Obama. Alors peut-être ça va changer maintenant, hein, mais je ne sais pas. Et celle qu'on entend aujourd'hui du côté français, il y a la même dichotomie en termes d'employabilité des profils scientifiques de haut niveau. Ça, c'est un problème stratégique majeur. Voilà, je termine là-dessus. Merci Thierry Berthier. On prendra les questions juste dans la foulée de la présentation qui va nous être faite par Olivier Daninon.